ensemble. Alors, le titre que vous m'avez proposé, en termes universitaires, je dirais le sujet que j'ai tiré, est en même temps très expressif et brutal. Chine, États-Unis, une nouvelle guerre froide. Évidemment non, évidemment non. L'un des éléments clés de notre approche des relations internationales, c'est de ne pas parier sur la répétition de l'histoire. C'est-à-dire la guerre froide appartient à un temps. Ce temps, on en parlera tout à l'heure, il est maintenant révolu. Il va se passer des choses, des grandes choses qui peuvent aller autant vers le bien que vers le mal d'ailleurs, mais ces choses ne seront jamais la répétition du passé. Il faut bien comprendre, bien saisir cet élément et surtout ne pas donner ce qui, dans ce contexte troublé d'aujourd'hui, devient hélas courant, dans la simplification. D'abord parce qu'il n'y a pas au monde que la Chine et les États-Unis. Ensuite parce que c'est un vieux trait de notre culture occidentale que de penser que quand il y a deux États en présence, ils sont nécessairement en confrontation. Bien sûr que les confrontations n'ont pas disparu, les compétitions, on le voit bien en ce moment, n'ont pas non plus disparu, mais il y a quantité d'autres formes de rapports qui viennent se tisser dans le jeu international et qui n'évoquent pas nécessairement la guerre. Cette idée de guerre froide, elle vient d'un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, qui a été ensuite traduit en langue française, qui s'appelle Le piège de Thucydide. Alors, je vais peut-être commencer par là. Vous savez qui était ce grand historien grec qui appartient à un temps déjà un peu reculé, puisqu'il s'agit du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Thucydide vivait en direct une actualité qui, pour lui, était internationale avant la lettre, particulièrement vigoureuse. Au temps de Thucydide, l'Empire perse s'étendait jusqu'à la Méditerranée, menaçait les cités grecques et notamment le flanc oriental du Péloponnèse et effrayé par cette pression venant de Perse et d'Anatolie, les cités grecques ont décidé de se coaliser, de créer cette ligue dont vous vous souvenez peut-être, car elle berçait nos classes de 6e en histoire, qui était la Ligue de Délos. Qu'est-ce que c'était que la Ligue de Délos? La coalition d'un certain nombre de cités grecques qui ont eu pour particularité de faire appel, et j'insiste sur ce verbe faire appel, à Athènes pour les diriger. Et cela a donné naissance à ce qui est peut-être le plus vieux terme de la science politique et de la philosophie politique, peut-être de l'histoire politique, qui est le terme d'hégémonie. L'hégémone, c'est étymologiquement celui qui dirige les autres. C'est le conducteur, en quelque sorte. Mais Thucydide ajoute deux précisions. Le conducteur, pour être un hégémone, doit en plus avoir deux caractéristiques. D'une part, d'être plébiscité, d'être demandé par les membres de la coalition. Il ne s'impose pas, il est supplié, requis par les plus petits pour bénéficier de ce leadership dont ils ont besoin pour que leur coalition devienne vainqueur. Et puis, troisième caractéristique, celui qui va diriger la coalition ne sera pas seulement un chef de guerre, c'est également celui qui va restructurer l'ordre international pour le stabiliser. Et les politistes américains, états-uniens, font se saisir du terme d'hégémonie pour dire l'hégémone, c'est aussi un stabilizer, c'est-à-dire celui qui stabilise l'ordre international. Et donc, on a été projeté très tôt dans l'histoire de l'humanité, en tous les cas de cette humanité dont nous sommes les héritiers, face à
une réalité internationale majeure. Toute séquence de l'histoire aurait un leader, un hégémone. Cet hégémone dirigerait les autres, il serait plébiscité par les autres et il organiserait un ordre international stable et durable et profitable à tous. C'est-à-dire l'hégémone a quelque chose d'altruiste puisqu'il fait le bonheur de tout le monde et notamment de ceux qui le suivent. Et lorsque la science politique des relations internationales s'est constituée, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le concept d'hégémonie a été saisi et est devenu le concept emblématique fétiche de toute la science politique américaine et de la science politique mondiale. Et l'occasion était trop belle. Les États-Unis venaient de terrasser le monstre nazi et s'apprêtaient à défendre le monde libre face aux menaces issues du totalitarisme soviétique. Donc, c'était l'hégémone. Et voilà ce vieux concept thucydidien ressuscité pour décrire l'accomplissement de la puissance américaine. Alors, les années sont passées et le mur de Berlin est tombé en 1989, l'URSS s'est démantelée et du coup, on a dit, mais c'est un double hégémone, puisque c'est un hégémone sans rival. Il y avait, pendant toute la guerre froide et la bipolarité, une sorte de co-hégémonie. À l'Est, l'URSS, à l'Ouest, les États-Unis. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, puisque 2 moins 1 ferait 1, et donc nous sommes entrés dans un monde de l'hégémonie parfaite. Et puis, dans cette dynamique, un professeur renommé de la côte Est des États-Unis, le professeur Graham Allison, qui s'était illustré en 1962 par un livre qui avait fait énormément parler de lui sur la crise des missiles de Cuba, s'est lancé dans une sorte de prolongement de la réflexion thucydidienne en disant mais que se passe-t-il lorsque l'hégémone est en déclin et surtout est menacé par un nouvel hégémone qui pousserait. Et ce nouvel hégémone que l'on voit pousser alors que l'URSS est hors circuit, que la Russie véritablement ne remplace pas l'URSS, eh bien c'est la Chine. Et voilà l'idée à la mode. Voilà la grande idée qui va immédiatement mobiliser la majeure partie de la communauté scientifique des spécialistes de relations internationales qui dit on est face à une rivalité entre un hégémone ascendant la Chine et descendant les États-Unis. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe quelque chose que Thucydide également avait prévu. Et là, on a Athènes contre Sparte. Et ce qui va se passer, c'est que inévitablement, ça va finir en guerre. C'est-à-dire l'hégémone qui descend ne va pas se laisser faire et l'hégémone qui monte, sûr de sa puissance, va effectivement faire un sort militaire, guerrier, à l'hégémone d'hier, l'hégémone agonisant. Et voilà. Et c'est ainsi que sur TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, tous les Laurent Delahousse de la Terre vont nous expliquer que l'enjeu central des relations internationales, c'est effectivement cette nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent pour plusieurs raisons. La première, méfiez-vous des concepts trop simples. Méfiez-vous des évidences que l'on vous vend sur le marché. L'hégémonie, si on y regarde de très près, et vous avez eu la gentillesse, madame, tout à l'heure de citer mon livre, L'hégémonie contestée, c'est quelque chose qui n'a jamais marché, qui ne s'est jamais accompli. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Regardez l'histoire de notre Europe, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Regardez les grands prétendants à l'hégémonie, Charles Quint, Louis XIV, Napoléon, pour prendre ces trois-là. Leur hégémonie ne s'est jamais accomplie. Dès lors qu'ils commençaient à monter, ils n'ont pas été battus par un autre hégémone. C'est une fable, cela aussi. Ils ont vu se coaliser
ceux qui, en face, se sentaient menacés par une domination qui risquait d'être trop forte. Et c'est ainsi que, face à Charles Quint, le roi François Ier, très catholique, n'a pas hésité à s'allier au sultan infidèle de l'Empire ottoman. C'est ainsi que lorsque Louis XIV est devenu roi un peu trop ensoleillé, eh bien, toute une coalition a réuni tout le monde, l'empereur très catholique et les premiers rois issus de la Réforme, pour constituer ce qu'on appelle la Ligue d'Augsbourg, qui finalement a contenu, endigué la montée de l'hégémonie Louis XIVe. Et tout le monde a en tête ce qui est arrivé à Napoléon lorsqu'il était trop fort en Europe. Eh bien, l'alliance notamment des quatre, c'est-à-dire l'Angleterre, la Russie, l'Empire Habsbourg et la Prusse ont eu raison de lui. Donc, l'hégémonie, retenons cela à titre hypothétique, ce n'est pas du tout ce que l'on raconte. Ce n'est pas ce pouvoir total et absolu qu'aurait tel État vainqueur. L'hégémonie, c'est un mythe, et au sens propre du terme. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est, nous dit-on, un récit performatif. Qu'est-ce que c'est un récit performatif? C'est une façon de décrire la vie intime, ou la vie collective, la vie nationale ou la vie internationale, et faire de cette description une source permanente d'action, de performance de toute nature. C'est-à-dire que l'hégémonie ne s'est jamais réalisée, mais l'histoire depuis Thucydide a fait succéder tout un tas d'acteurs qui ont essayé de construire une hégémonie. C'est une sorte de Sisyphe permanent. Voilà. Et donc, il y a déjà là une faille, c'est-à-dire trop facilement, on vient désigner deux joueurs, à savoir les États-Unis et la Chine. Tout le reste, tout d'un coup, n'existe plus, j'y reviendrai tout à l'heure, et on pense que cette finale qui se joue au Parc des Princes du Monde vient résumer l'histoire des relations internationales. L'autre remarque, à titre apéritif, c'est que non seulement l'hégémonie est un concept vacillant, mais qu'il se passe plein de choses dans le monde et que notre principal tort, c'est de ne pas regarder le monde dans sa diversité, ni même de le regarder en face. D'ailleurs, on est obsédé par le match Chine-États-Unis, à tel point que quand Allison a écrit son livre, personne ne pensait qu'un jour un virus pourrait remettre toutes les pendules à l'heure. C'est-à-dire que le jeu international est devenu tellement complexe, tellement intersocial, là aussi vous signalez le livre que j'ai fait là-dessus, c'est-à-dire de plein de quantités, de milliards de relations sociales qui se constituent dans le monde, au nez et à la barbe de la Chine et des États-Unis, si tant est que la Chine et les États-Unis aient un nez et une barbe. Donc, nous sommes en fait face à un réel qui est infiniment plus complexe que cette finale ratée à laquelle on nous invite. Et puis, surtout, et c'est la direction que je vais prendre maintenant pour un petit moment, surtout, on ne fait pas attention que quand on dit Chine et États-Unis, on met en scène deux acteurs qui sont totalement différents. Et l'une des faiblesses du cerveau occidental, c'est qu'il a tendance à croire que tout le monde est pareil, c'est-à-dire que tout le monde lui ressemble. Qu'une puissance occidentale est l'étalon du monde. Or, la réalité est infiniment plus complexe. Chacun a son histoire, chacun a sa culture, chacun a sa représentation de ce qu'international veut dire, de ce que paix veut dire, de ce que guerre veut dire, de ce que domination veut dire, de ce que puissance veut dire. Et il n'y a pas deux histoires si différentes que la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas du culturalisme de dire ça, c'est une simple évidence. C'est l'histoire chinoise. L'histoire chinoise, elle est multimillénaire. Là où celle des États-Unis est un peu plus que bicentenaire. Et ces deux histoires se sont presque jamais rencontrées jusque, je dirais, au cours des années 70, lorsque Henry Kissinger et Richard Nixon se sont rendus en Chine.
Avant la rencontre, elle était infime. Et donc, croire que ces deux acteurs sont taillés dans le même bois, ben non. Permettez-moi, avant de vous présenter en détail ces deux acteurs, de vous raconter une petite anecdote. Ça se passe à Pékin, dans la grande université de Tsinghua, où j'avais été invité pour faire des conférences et où mon délicieux collègue de Tsinghua, qui est un homme d'une très grande finesse, le professeur Tsue, organise un petit séminaire pour confronter les différentes visions que l'on a des relations internationales dans le monde. Il y avait là un Américain, un Français, un Japonais, un Chinois. Et nous parlions tous, sauf le collègue chinois qui nous écoutait. Et à la fin, le collègue chinois dit « Mais vous savez, vous n'avez pas vu l'essentiel. L'essentiel de la différence qu'il y a entre la Chine et peut-être le reste du monde, mais certainement l'Occident, c'est que vous, les Occidentaux, vous croyez en Dieu et nous, on n'y croit pas. Et pourquoi est-ce si important? Parce que dès lors que vous croyez en Dieu, vous avez une sorte d'ADN messianique. Vous avez envie de répandre votre vérité, votre vision du monde à l'ensemble de la planète. Vous avez envie d'évangéliser le monde. Allez baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, les Chinois, on est fiers d'être Chinois, mais on ne cherche pas à siniser la planète. Vous n'êtes pas Chinois, c'est dommage pour vous, mais pour nous, ce n'est pas un problème. Et ça, c'est une différence énorme. Alors, ça ne veut pas dire que le messianique est un homme, ou une femme, un acteur délibérément méchant, brutal, violent, expansionniste, impérialiste, alors que le Chinois est gentil et sans aucune prétention. Non, je veux dire, le risque du mal, il est équivalent de part et d'autre. Simplement, la méthode n'est pas la même. Et c'est peut-être l'examen de cette méthode qui nous permettra d'avancer dans la compréhension du phénomène. Alors, commençons par les États-Unis. Si on veut comprendre la politique étrangère américaine, si on veut comprendre les États-Unis dans le monde, il faut quand même rappeler ce que chacun sait, mais peut-être ne lui accorde pas suffisamment d'importance, l'exceptionnalisme américain. Cette histoire qui n'a pas son pareil. Si on voulait d'ailleurs cultiver le paradoxe, on dirait peut-être que le pareil il se trouverait dans l'histoire de l'Empire musulman. C'est-à-dire, de même que l'Empire musulman s'est constitué à partir de la sortie du prophète de la cité de la Mecque pour aller construire la cité de Médine, l'histoire américaine a commencé par une sortie de l'Europe pour aller construire la cité de Dieu sur les terres américaines. C'est-à-dire, ces puritains qui, au XVIIe siècle, ne se sentaient pas en harmonie avec le vieux monde européen et qui ont décidé de le quitter, empruntant le Mayflower pour traverser l'Atlantique et créer la cité de Dieu en Amérique. Et là, l'exceptionnalisme crève les yeux tout de suite. C'est-à-dire, ce credo américain fondateur, c'est la certitude que l'on tient le modèle idéal de la cité de Dieu et qu'il nous appartient de le diffuser partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est l'extraordinaire subtilité de la mise en œuvre de ce projet. Il y a une première étape, 1823, le président des États-Unis s'appelle Monroe et affiche une doctrine qui peut surprendre par rapport à cet idéal messianique en disant « Nous, les Américains, on est en Amérique, vous, les Européens, vous êtes en Europe. » Alors, on a immédiatement traduit cela à travers l'idée d'isolation, d'isolationnisme. Ce n'est pas du tout ça. Le mot isolationnisme est un mot qui égare pour comprendre les États-Unis. Ça voulait dire simplement une chose, c'est qu'en 1823, on était à peu près 50 ans de l'indépendance américaine. On ne voulait pas et surtout pas que les Européens reprennent pied en Amérique. Donc, on allait construire notre Amérique. Mais notre Amérique, ce n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas cette fédération qui était en train de se constituer, c'est l'Amérique du Sud qui accédait tout juste à l'indépendance, c'est l'Amérique centrale et c'est bien entendu l'Amérique du Nord. Et là, on voit un premier souffle messianique, c'est-à-dire nous avons à répandre notre vision du monde sur l'ensemble du continent américain. Et
en 1845 paraît un article qui va faire date dans l'histoire des États-Unis, qui est le Manifest Destiny, que l'on doit à un grand journaliste américain qui s'appelle O'Sullivan. Et O'Sullivan nous dit, mais on est élu de Dieu, on a une mission à accomplir par le monde, diffuser notre idéal, nos valeurs, construire sur terre la cité de Dieu. Cela va prendre du temps, parce que le passage à la pratique ne se fera pleinement qu'avec le XXe siècle. Les États-Unis vont accomplir leur fonction messianique et leur entrée dans le système international en devenant une puissance européenne. En 1917, avec le corps expéditionnaire Pershing et l'entrée dans la Première Guerre mondiale, et bien entendu, surtout et essentiellement, avec la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, va apparaître cette volonté en même temps défensive et offensive par rapport à cette mission, à cet idéal. Défensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rôle d'hégémon, nous y revoilà, des États-Unis pour protéger de la pression venant du nazisme d'abord, mais surtout du totalitarisme soviétique. Et offensif, ça veut dire qu'il faut répandre le modèle institutionnel américain et toutes les valeurs qui l'accompagnent. Et de ce point de vue-là, la fameuse guerre froide est un accomplissement de ce moment, c'est-à-dire endiguer la menace soviétique et diffuser autant que faire se peut ces valeurs américaines. Et pour ceux qui appartiennent, celles et ceux qui appartiennent à ma génération, celle de la guerre froide, de la jeunesse de la guerre froide, ont en mémoire cette pression du soft power américain, c'est-à-dire de cette diffusion de valeurs universitaires, scientifiques, technologiques, artistiques, culinaires, qui venaient en quelque sorte construire un nouveau monde. Et puis il y a eu la chute du mur. Et cette chute du mur va complètement bouleverser la chose. Pourquoi? Parce que la chute du mur a un effet paradoxal. On pensait qu'avec la disparition de l'Union soviétique, du camp soviétique, eh bien, 2 moins 1 faisait 1 et que cette fois-ci, et pour une bonne fois pour toutes, l'hégémonie américaine était pleinement réalisée. Ce que je vous disais tout à l'heure, on était en pleine unipolarité. Mais il faut savoir que 2 moins 1 fait 1 en arithmétique, mais ne fait pas 1 en relations internationales. En relations internationales, 2 moins 1, ça fait 0. Et on découvre, avec la fin de la bipolarité et la fin de la guerre froide, on découvre que privé d'un ennemi de même taille, privé d'une puissance qui lui faisait écho, la puissance américaine tendait à se distendre. Et effectivement, le grand paradoxe, c'est qu'une fois le mur tombé en 1989, si on accepte l'opération Tempête du désert pour libérer le Koweït de Saddam Hussein, qui était en fait une intervention multilatérale gigantesque, toutes les actions militaires menées par les États-Unis dans le monde ont échoué, toutes sans aucune exception, en Somalie, en Irak, en Afghanistan, et on pourrait continuer avec, bien entendu, le préalable du Vietnam. Derrière tout cela, une formidable interrogation. Comment gérer ce monde unipolaire? Et vous avez eu 4 réponses successives. La première réponse, c'est celle de ne rien faire. D'ailleurs, Bill Clinton, qui a eu 2 mandats successifs dans les années 90, c'est-à-dire 92, 96 et 96-2000, n'a rien modifié de la politique étrangère américaine, a fait un peu comme si on était toujours dans un monde bipolaire, dans un monde de guerre froide ou de détente. Et puis, sont arrivés 3 personnages qui vont porter 3 visions de la puissance américaine. Le premier, c'est George W. Bush. Et George W. Bush va inaugurer, actualiser
une forme de politique étrangère tout à fait originale que l'on a répertoriée sous l'appellation de néoconservatrice et qui consiste à dire il n'y a plus de rival en face de nous, donc nous pouvons pleinement et totalement répandre notre modèle. C'est ce que l'on a appelé la diplomatie transformationnelle. La diplomatie américaine allait transformer le monde. Et plus prosaïquement, les Dick Cheney, les Paul Wolfowitz, Condi Rice, tous ces gens-là Rumsfeld, vont porter la même idée, c'est-à-dire le regime change. Et ce regime change consiste à convertir tous les systèmes politiques de la Terre au modèle américain, réaliser enfin notre œuvre messianique de construction de la cité de Dieu par le gré, très bien, mais si le gré ne suffit pas, par la force, d'où l'expédition en Irak en 2003. Et puis, ça a été un échec retentissant. Ça a été un échec retentissant parce qu'il n'y a pas eu de regime change en Irak, ça ne marchait pas, et puis parce que ça a coûté entre 600 et 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça, d'un certain point de vue, commençait à ruiner l'économie américaine. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, l'économie américaine va devoir encaisser le choc avec toutes les ressources et tous les passe-droits dont elle dispose d'une dépense immense, 600, peut-être plus, milliards de dollars, à peu près l'équivalent des avoirs chinois en bons du trésor américain. Et du coup, effectivement, et ça c'est très important, les États-Unis et l'économie américaine commencent à vaciller. Et là, nous nous trouvons face à une situation extraordinairement importante. C'est que cette mondialisation qui était en marche, que les États-Unis ont inventée, va commencer à se retourner contre les États-Unis. Les États-Unis pensaient que la mondialisation allait être l'instrument de leur universalisation, et cela commence à devenir l'instrument de leur endiguement. Alors, il y a des choses quand même assez bizarres qui se passent. En 1945, le PIB américain, c'était la moitié du PIB mondial. Au début du XXIe siècle, ce n'était plus qu'un quart. En 1945, le commerce international extérieur américain, c'était 25% du commerce mondial. Aujourd'hui, ce n'est plus que 8%. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Un affaiblissement, dont je décrivais un des aspects, mais seulement un des aspects, à travers ces expéditions militaires ruineuses, mais surtout l'apparition de nouvelles puissances économiques, ce que l'on appelle les rising powers, les puissances émergentes. Les dragons asiatiques, les jaguars américains, et là, ce phénomène qui terrasse véritablement les États-Unis et la conscience américaine, la puissance économique commence à passer entre d'autres mains, mais pas n'importe lesquelles, des mains non occidentales, d'extraction autre que celle de la vieille Europe. Et face à cette première crise de conscience et de confiance, apparaît un deuxième personnage qui va être élu, comme vous le savez, en 2008, qui va prendre ses fonctions en janvier 2009, qui est Barack Obama. Et Barack Obama rompt avec le néoconservatisme qui a fait faillite pour choisir une autre formule qui s'appelle le néolibéralisme, en disant, oui, c'est vrai, nous ne serons plus jamais les leaders du monde. Mais en revanche, nous pouvons garder notre hégémonie, notre leadership, en contrôlant l'économie mondiale. Parce que même si nous sommes rivalisés par la Chine, nous avons des atouts. Et des atouts qui sont de nature économique, technologique, scientifique, nos universités, notre science, mais aussi des atouts juridiques, c'est-à-dire notre capacité d'extraterritorialité, de faire pression sur les normes internationales. Nous avons aussi notre monnaie, le dollar, qui est la monnaie d'échange internationale. Et tout ça, c'est des atouts
Et donc, le pari d'Obama, c'est de remplacer un leadership militaire par un leadership économique, ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et puis, que voit-on? Eh bien, que les choses ne se redressent pas sur le plan économique. Que décidément, les États-Unis ne profitent pas de la mondialisation. Et un grand économiste américain, Branko Milanovic, d'écrire cet ouvrage dans lequel il explique que la mondialisation a fait le bonheur des 1% américains les plus riches, mais a appauvri au moins relativement le reste de la population. Si bien qu'arrive le drame. Et le drame, c'est Trump. Mais pas d'erreur. Ce n'est pas Trump qui a inventé le Trumpisme, c'est le Trumpisme qui a inventé Trump. C'est-à-dire, Trump n'est que l'écho de cette crise extrêmement grave, de cette pathologie de la société américaine, qui est que finalement, une partie importante de la société américaine se sent doublement malade. D'abord pour des raisons qui nous choquent, nous autres Européens et nous autres humanistes, qui est de dire mais la mondialisation est en train de rendre le blanc minoritaire aux États-Unis. Donc c'est toute cette histoire du Mayflower qui est à nouveau mise en cause, c'est-à-dire le WASP, le White Anglo-Saxon Protestant, n'est plus majoritaire face aux Afro-Américains, face aux Latinos. Et la deuxième raison, elle est peut-être plus respectable, c'est-à-dire qu'effectivement, les chiffres ne trompent pas, nous avons été volés par la mondialisation. Et ça a donné naissance au Trumpisme, qui a quand même réuni 75 millions de voix sur son nom, ou sur son étiquette, plus exactement, et qui prêche, après le néoconservatisme et le néolibéralisme, le néonationalisme, avec tout ce cortège d'identitarisme, de America First, de protectionnisme, tout ce que vous connaissez. Mais à côté, il y a une puissance qui, elle, peut se vanter qu'elle a profité de la mondialisation. Et l'asymétrie, asymétrie, l'apostrophe, vient de là. Des États-Unis, non pas déclinant, il n'y a pas de déclin américain. Il reste toujours en tête du PIB, des PIB mondiaux. Toujours une capacité à travers le dollar, à travers le régime des normes, à travers le siège de membre permanent au Conseil de sécurité, à travers ses dépenses militaires, d'être en position de force. Mais qui, en revanche, pâtit de la mondialisation, là où la Chine, elle, gagne avec la mondialisation. Alors la Chine, qu'est-ce que c'est? Qui c'est la Chine? Qu'est-ce que c'est la Chine aujourd'hui? La Chine, je dirais, c'est au moins 3 grandes caractéristiques qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec l'histoire américaine. Première caractéristique, c'est une très vieille culture impériale. Plusieurs millénaires, pas 2 siècles et demi, plusieurs millénaires. Et cette culture impériale est l'envers même, ce que je vous disais tout à l'heure, du messianisme. C'est-à-dire le propre de la culture impériale chinoise, c'est qu'elle définit le monde qui est sous le ciel et qui est tenu, organisé par celui qui a un mandat du ciel, c'est-à-dire l'empereur de Chine ou le secrétaire général du Parti communiste chinois. C'est exactement la même chose. Et que, comme tout empire, la Chine a une obsession et qui devient aujourd'hui particulièrement scabreuse, il faut bien le dire, c'est contrôler son espace régional et faire en sorte que les voisins restent d'éternels vassaux. Alors les voisins, on les connaît, c'est la Corée, c'est la Mongolie, c'est le Tibet, c'est le Turkménistan, enfin le Turkestan plus exactement, toutes ces républiques turcophones, y compris le Xinjiang et ses malheureux Ouïghours, c'est le Vietnam, c'est la Birmanie, c'est même d'un certain point de vue la Thaïlande. Et puis un qui est plus difficile à avaler, c'est plus de l'équilibre des puissances véritablement que de la périphérie, qui est le Japon. Vieil empire multimillénaire également. Et tous les empires, mesdames et messieurs, fonctionnent de la même façon. Prenez la Turquie et la Russie, c'est exactement la même chose. L'idée
de ne pas être inquiété à ses marges. D'où effectivement cet énorme investissement militaire de la Chine en mer de Chine et dans toute la bordure terrestre, que ce soit vers la Mongolie, vers la Corée, vers les républiques turcophones ou vers l'Asie du Sud-Est. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête pour comprendre la Chine, c'est l'humiliation. Vous savez, la Chine, ça a été jusqu'au 19e siècle un quart de l'économie mondiale. C'était même la première puissance économique au monde. Simplement, on ne le savait pas parce qu'on avait peu de contact avec elle. Et puis voilà que face à la montée d'une hégémonie occidentale, face aussi à la déliquescence des institutions impériales à la fin de l'empire Qing, de l'empire mandchou, autrement dit, la Chine se défait et, comble d'horreur, est mise sous tutelle. Pensez l'humiliation de la guerre de l'opium. Pensez à ce régime qui va durer jusqu'en 1949 où la Chine est fragmentée, divisée et où finalement quantité de puissances étrangères vont y installer des concessions, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, le Japon. Et cette humiliation est vraiment structurante. C'est-à-dire un peu, mais beaucoup plus, comme la Russie de Poutine, la volonté de laver cette humiliation. Laver cette humiliation et tenter de reconstruire la puissance d'antan. Ce n'est pas une invention, la puissance chinoise, c'est tout simplement une reconstruction. Et quel va être le choix? Il faut avoir ça très clairement en tête. Le choix, ce n'est pas Mao Tse-tung qui va le faire, c'est un très grand homme qui est aux côtés de Mao dès le départ, qui est son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères aussi par moment, c'est Zhou Enlai. Et Zhou Enlai convainc Mao dès 1955 de couper avec Moscou, de couper avec le Kremlin et de s'agréger au sud. On gagnera si on apparaît en même temps comme une puissance en développement et comme le leader des puissances en développement. C'est ça la Chine. Et l'emblème de ce ralliement de Pékin au sud, au pays du Sud, c'est la rupture avec Moscou, c'est-à-dire la Chine n'est plus à l'Est, mais c'est surtout sa venue à la fameuse conférence afro-asiatique de Bandung en avril 1955. Et à partir de ce moment-là, c'est une autoroute. C'est-à-dire la Chine va dire au monde, nous sommes un État du Sud, nous sommes un État en développement. Notre problème, et c'est là que le virage est intéressant, c'est pas de dominer le monde. Notre problème, c'est d'assurer notre développement et assurer un développement à l'époque 800 millions, puis c'est devenu 1 milliard et maintenant 1,3 milliard d'individus. C'est pas simple. C'est pas simple. Ça nous oblige. Et c'est la gestion de cette obligation qui va faire la ligne. Et du coup, le rapport Pékin-Washington, c'est un rapport naturellement défini comme étant de lutte du nouveau monde contre le vieux monde, des anciens soumis contre l'impérialisme pervers et tout ce que nous savons de la description du tigre de papier. Et Zhou Enlai dira une chose très importante à un journaliste, un jour qu'il questionnait, c'était en pleine guerre du Vietnam, il a dit, vous savez, vous les Occidentaux, vous n'avez pas du tout bénéficié de l'hégémonie que vous prétendiez exercer. Parce que cette hégémonie, elle vous coûte extrêmement cher et elle vous a pratiquement rien rapporté que des ennuis. En gros, l'hégémonie, c'est le contraire du loto. Ça coûte très cher et ça ne rapporte pas gros. Et ça a été très tôt une ligne jamais démentie. Et ça nous mène à la troisième caractéristique de l'expérience chinoise qui explique toutes les ambiguïtés que nous observons aujourd'hui. Vivre, gagner dans le système international, c'est prendre la tête de la mondialisation,
c'est-à-dire être les champions de la mondialisation. Et là, tout d'un coup, l'histoire se renverse. Les États-Unis peinent devant une mondialisation qui finalement les entrave, là où au contraire la Chine va chercher à rentabiliser une mondialisation qui l'inquiète d'autant moins qu'elle n'a rien à perdre avec cette mondialisation. Elle n'avait rien, ça va l'aider à avoir quelque chose. Et du coup, la ligne, c'est le paquet sur cette gouvernance chinoise de la mondialisation. Ce qui veut dire trois choses. Ce qui veut dire d'abord, on va essayer de gagner, et c'est-à-dire donc de dominer, il n'y a pas d'ambiguïté, par les routes économiques. Et là, voilà la route de la soie. Ça veut dire qu'on va essayer de gagner en menant une bataille des normes. Ce n'est plus les Occidentaux, ce ne sont plus les Occidentaux qui vont définir seuls les normes internationales. Nous sommes en pleine bataille des normes. Et puis, troisièmement, ça veut dire que surtout, nous ne commettons pas l'erreur des Occidentaux, c'est-à-dire nous ne mêlons pas des conflits du monde. Vous ne verrez pas de soldats chinois dans les conflits africains ou dans les conflits moyen-orientaux. Alors que le péché mignon des Occidentaux, c'est que dès qu'il y a une guerre quelque part, d'y envoyer un corps expéditionnaire. Du coup, la difficulté de la chose, c'est que vous avez deux modèles de domination qui se font face, mais qui ne se rencontrent pas. C'est-à-dire, ni sur le terrain militaire, ni sur le terrain politique, ni sur le terrain culturel, nous ne sommes plus dans une logique de compétition. Alors, et je m'approche de la fin de cette conférence, comment ces deux acteurs si différents ne vont pas se rencontrer? Je voudrais juste mettre un certain nombre de paramètres en place. Premier paramètre, ils ne vont sûrement pas se rencontrer sous forme de guerre froide. Et c'est en cela que je récuse totalement cette formule. La guerre froide, elle est terminée. La guerre froide, c'est une exception dans l'histoire. On aurait peine à trouver d'ailleurs avant un exemple qui lui ressemble et a fortiori après. Pourquoi? Parce que la guerre froide, c'était une compétition de puissance utilisant exactement les mêmes instruments, notamment les instruments militaires, notamment la montée vers l'arme nucléaire, et qui opposait deux blocs en situation de totale autarcie. C'est-à-dire, il y avait l'économie soviétique, il y avait l'économie occidentale, qui avaient chacune leur idéologie et qui avaient leur champ de bataille potentiel qui était l'Europe. Aujourd'hui, le système international, c'est l'inverse de tout ça. Il n'y a plus d'autarcie, car nous sommes entrés dans un monde, mesdames et messieurs, d'interdépendance extrêmement forte. Et comprenez bien une chose, c'est que non seulement la Chine n'est pas en autarcie, non seulement la Chine a très vite compris qu'elle gagnerait en s'imposant dans le commerce mondial, mais la Chine a un besoin énorme, urgent, crucial, que les économies occidentales ne s'effondrent pas pour des raisons purement égoïstes, c'est que si elles s'effondrent, il n'y a plus de marché. Donc, nous sommes dans le schéma inverse. Nous sommes passés du schéma de la compétition à celui de la gestion égoïste de l'interdépendance. Ça paraît bizarre, c'est des termes antagoniques, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, la grande idée chinoise, c'est l'idée win-win. Plus vous gagnez, plus je gagne. Et si vous perdez, je perds. Et donc, la grande idée chinoise, c'est l'idée de dépasser le protectionnisme quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange pas, on va sortir le joker souverainiste. Quand ça l'arrange, on va jouer effectivement de cette compétition. Il n'y a plus non plus de confrontation idéologique. Qui oserait dire que la Chine est aujourd'hui marxiste ou alors c'est un marxisme libéral, un curieux cocktail qu'aucun café des relations internationales n'oserait vous préparer. Et puis, il n'y a plus de champ de bataille. Alors évidemment, il y a un champ de bataille qui est celui de l'Asie orientale, on parlait tout à l'heure, ces empires qui ont besoin de protéger leurs frontières, mais c'est un champ de bataille asymétrique, dont les États-Unis sont éloignés de milliers de kilomètres. Et pour l'essentiel, les batailles chaudes, elles sont dans deux lieux de l'espace mondial, le Moyen-Orient et l'Afrique, et là, la Chine, évidemment, très sagement, très malignement, très malicieusement, n'en fait pas partie. La deuxième chose que je voudrais dire,
c'est que nous sommes entrés non seulement dans un monde d'interdépendance, mais nous sommes entrés, et la crise coronavirale est là pour nous aider à le penser, dans un monde où le global l'emporte sur le national. C'est-à-dire, si vous regardez les grands périls actuellement, qu'est-ce qui menace la France? Les chars russes ou le virus? Évidemment, le virus, infiniment plus que les chars russes. Qu'est-ce qui véritablement fait l'actualité des relations internationales? La ligne bleue des Vosges, Strasbourg, qui est à 2 étapes du Tour de France pour les troupes du pacte de Varsovie qui n'existent plus? Ou est-ce que c'est le changement climatique? Ou est-ce que c'est le péril sanitaire? Et le grand problème, c'est que quand vous êtes l'hégémone sortant, cette idée de sécurité globale vous fait peur. Parce que s'il y a sécurité globale, ça veut dire qu'il n'y a plus de prime à la puissance. C'est-à-dire que tout le monde est remis sur le même plan d'égalité. D'ailleurs, la preuve, les États-Unis sont le pays au monde qui ont le plus souffert du Covid-19. Ce qui veut dire que les États-Unis actuellement doivent négocier ce passage de l'America First à Global Security First. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce que la pression nationaliste, et ce que je vous disais tout à l'heure sur la société américaine, est telle que passer de l'America First au Global Security First est impossible, même pour un monsieur Biden. Un monsieur Biden qui est obligé de dire no aux Américains, aux Européens qui le supplient d'exporter le surplus de production de vaccins qui sont stockés aux États-Unis, qui ne seront probablement jamais utilisés, 50 à 70 millions de doses qui pourraient sauver l'Europe. Biden, c'est même pas Trump, c'est Biden qui dit non. Parce que, effectivement, ce passage au global est un cauchemar pour les États-Unis. Et on a beau mettre en avant M. Kerry pour relancer la COP21 et les négociations sur le climat, le passage va être extrêmement difficile parce que si véritablement on arrive à construire une politique globale de défense de l'environnement, c'est les États-Unis qui devront casquer le plus. Et ça, Trump l'avait très, très bien compris. Continuons. Vous avez une autre caractéristique que je signalais rapidement tout à l'heure dans le monde contemporain, qui est l'intersocialité. Qu'est-ce que c'est que l'intersocialité? C'est le fait qu'au-delà des États qui se font face, des armées qui se font face, des technologies qui se font face, vous avez des sociétés de plus en plus actives, de plus en plus communicantes, de plus en plus autonomes par rapport au pouvoir politique, en un temps où le social court plus vite que le politique, fait la loi, regardez, du printemps arabe aux gilets jaunes, et en passant par tous ces enjeux sociaux nouveaux qui font que quelqu'un avait écrit en 2008 que les États-Unis sont plus menacés par une éventuelle épidémie que par les missiles nord-coréens, et personne n'avait relevé la remarque. Eh bien, cette intersocialité, elle entrave de plus en plus les logiques hégémoniques traditionnelles. Elle les empêche de s'accomplir. Et je ne voudrais pas retenir trop longtemps, je voudrais laisser place à la discussion. Dans le jeu actuel, il reste qu'au total, la Chine a plus d'atouts que les États-Unis. Ils l'ont montré. Même s'il est à peu près certain que la Chine a dissimulé une partie de la réalité et de la vérité, elle a réussi à combattre et à neutraliser l'attaque coronavirale de manière beaucoup plus concluante que les États-Unis, et a donné notamment au Sud l'image d'un système politique et d'un système économique davantage capable de faire face que le vieux système américain. Ça, c'est un premier atout. Le deuxième atout, c'est que la Chine a énormément profité de la mondialisation sur le plan commercial, sur le plan technologique,
sur le plan de l'invention et de la recherche, là où les États-Unis continuent et de plus en plus à être l'otage d'une mondialisation qu'ils ne maîtrisent plus. Du coup, dans sa phase ascendante, je dirais de Deng Xiaoping, 1980, jusqu'à Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, la Chine a mis en avant le fameux slogan du win-win, c'est-à-dire nous gagnerons en vous faisant gagner. Et ça a été l'argument qui leur a permis de débarquer, notamment en Afrique, avec les arguments les plus convaincants. Seulement, et c'est la grande interrogation d'aujourd'hui, la Chine est à un tournant. Elle est à un tournant pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle a réussi à combiner harmonieusement le grand principe chinois d'harmonie, souverainisme et mondialisation. Ça a parfaitement marché. Aujourd'hui, ça devient difficile. C'est-à-dire aujourd'hui, on est un peu au pic du phénomène. Et le drame de Xi Jinping, c'est de devoir continuer à concilier une Chine qui veut que l'on ne se mêle pas de ses affaires, qui veut maintenir un système politique autoritaire à l'intérieur de ses frontières et une mondialisation dans laquelle elle est de plus en plus présente. Est-ce que c'est possible d'être présent, actif et mobile dans la mondialisation avec un système autoritaire, conservateur et ultra-souverainiste? Ce n'est pas du tout gagné. Et le choix de Xi Jinping pour concilier les contraires, ça a été un tour de vis autoritaire. Et donc un risque d'inflation, d'autoritarisme qui peut très bien la gêner. D'ailleurs, la Chine a été prise au piège par le Covid-19 lorsque, se présentant championne de la mondialisation, envoyant ses masques, ses équipes médicales, ses vaccins un peu partout dans le monde, en même temps, elle bloque au Conseil de sécurité une résolution robuste pour juguler la crise coronavirale et pour imposer une gouvernance globale de la santé dont elle ne veut pas parce que ça impliquerait à ce que les autres débarquent chez elle, comme on l'a vu à propos de la fameuse enquête sur l'origine de cette crise virale. Et puis la troisième difficulté que je vois, c'est quand on est en phase ascendante, peut-on tenir en bride indéfiniment son armée? La Chine est assez agressive sur le plan régional, je l'ai dit plusieurs fois, mais elle essaye de jouer une autre carte sur le plan mondial. C'est-à-dire, elle essaye de tenir ses armées en lisière. Est-ce qu'elle le pourra longtemps? Est-ce que cette base qu'elle a construite à Djibouti restera uniquement formelle et symbolique? Et puis surtout, est-ce qu'elle ne va pas peu à peu instiller l'idée, notamment dans les populations africaines, qu'elle a des postures et des attentes dominatrices? Et on voit bien de plus en plus en Afrique des réactions négatives, quelquefois des émeutes, voire des assassinats contre les conseillers chinois qu'on juge un peu trop envahissants. Donc ça, ce sont des incertitudes. Mais ce sont des incertitudes face auxquelles les États-Unis ont peu de ressources à opposer. Et c'est ça peut-être le grand dilemme, parce que les États-Unis ne peuvent aujourd'hui opposer à la Chine, que ce soit Trump ou que ce soit Biden, ne peuvent opposer à la Chine qu'un protectionnisme renforcé, qu'un containment un peu issu des vieilles méthodes de relations internationales, mais n'ont pas grand-chose d'autre à offrir. Et c'est peut-être là que se termine pour le moment cette histoire, je dirais, deux puissances qui ne se ressemblent pas du tout, qui n'ont pas du tout les mêmes projets, qui ne se sont finalement jamais rencontrées et qui n'ont d'autre moyen
pour survivre que de s'entourer d'un mur qui les séparera l'un de l'autre. Voilà, ce n'est pas la guerre froide, ce n'est pas une rivalité d'hégémonie, bah, c'est l'histoire qui continue. Je vous remercie. Allô? Merci. Je ne vous entends plus. Ah, voilà. Allô? Oui? Oui, vous m'entendez, pardon, excusez-moi. J'avais effectivement oublié de réactiver mon micro. Donc... Ah oui, ça c'est habituel. Et là, je ne vous vois pas. Et j'ai une drôle d'image. Ah voilà, oui, non, c'est pas vous que je vois, c'est un monsieur. Voilà. Bon. Alors, ben, je vous écoute dans tous les cas. Donc, je propose à tous ceux qui veulent vous poser des questions de nous les envoyer par écrit en les tapant sur votre clavier. Et en attendant qu'elles arrivent, alors moi, j'en ai une. Effectivement, on voit bien à vous écouter les difficultés que connaissent les États-Unis, tout ce qui peut les déstabiliser. Et par rapport à ça, même si vous dites que la Chine est à un tournant, on ne voit pas bien ce qui peut aujourd'hui effectivement la menacer dans sa volonté hégémonique. Son programme des nouvelles routes de la soie est quand même assez ahurissant. Elle est partout, elle est dans tous les ports, elle est dans toutes les… avec ses capitaux, elle est en train de tout acheter. Et la question des droits de l'homme, bien évidemment, finalement, qu'est-ce que peut faire notamment l'Europe? Elle s'indigne face à la Birmanie, elle s'indigne face à la répression ouïghour, mais elle n'a aucun moyen finalement d'agir. On a l'impression que la Chine est quand même toute puissante. Alors, oui, je vous rejoins dans ce diagnostic. J'emploierai pas le terme hégémonie, hein, parce qu'il n'y a pas d'hégémonie chinoise. La Chine ne cherche pas à convertir le monde à son image, à imposer son modèle. La Chine peut être très présente au Togo sans que le Togo devienne une république populaire sur le modèle de la république créée en 1949 en Chine. Il n'y a pas d'hégémonie militaire. Non, c'est une sorte de pragmatisme. La Chine veut réaliser son développement. Alors le mot développement paraît un peu bizarre maintenant parce que quand même la Chine est pour le moins qu'on puisse dire un pays développé, mais toujours est-il que c'est un phénomène autocentré. La Chine se sert dans la mondialisation pour elle-même, mais pas pour dominer le monde. C'est une domination égoïste, si vous voulez. C'est une domination autocentrée. Et cette formule, et là vous avez pleinement raison, elle est particulièrement efficace dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de façons de pouvoir la remettre en cause. Vous décrivez le projet au bord, One Belt, One Road, la route de la soie. C'est vrai que cela permet à la Chine d'être présente partout, y compris en Europe, en Afrique, en Asie, etc., au Moyen-Orient. Tout ça est absolument certain, mais l'argument chinois, je ne sais pas s'il tiendra longtemps, mais l'argument chinois est imparable de dire mais c'est notre avantage à nous, on ne vous le cache pas, mais c'est votre avantage à vous aussi. Sinon, le port du Pirée aurait disparu depuis longtemps, une partie de l'économie italienne aurait également disparu. Donc l'argument chinois est un argument qui va bien au-delà de celui des États-Unis au plan Marshall, qui consiste à dire nous, on y gagne, c'est sûr, je ne peux pas vous dire le contraire, mais vous perdrez en n'acceptant pas que nous gagnions. Ce qui est une parfaite maîtrise de la nouvelle grammaire de la mondialisation, de la nouvelle grammaire finalement des relations internationales. Alors simplement ce que je dis, peut-être trop brièvement, c'est qu'il y a plusieurs failles là-dedans. Les deux principales qui m'intéressent, c'est que c'est incontestablement un geste de puissance et tout geste de puissance mécaniquement attire de la contestation.
Et ça se passe moins bien en Afrique pour la Chine aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Donc, c'est à surveiller. Et d'autre part, la Chine, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, peut-être, est défiée par les mouvements sociaux. Ce qui se passe à Hong Kong, ce n'est pas anecdotique. Bien sûr, la Chine a réussi à réprimer, à écraser le mouvement de mobilisation de la jeunesse hongkongaise, mais elle a bénéficié du coronavirus, qui a pas mal déstabilisé les manifestants, et puis je ne suis pas sûr qu'elle soit arrivée à bout de cette contestation. Et la pression ouïghour, plus d'ailleurs que la pression tibétaine, c'est quelque chose d'extraordinairement fort. C'est pas gagné pour la Chine non plus. C'est-à-dire l'intersocialité met des mouvements sociaux face à des pouvoirs politiques de plus en plus colosses au pied d'argile, de plus en plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas un instrument de réponse, de même que nous, on ne savait pas répondre, enfin, nous, le gouvernement français, exactement, on ne savait pas répondre aux gilets jaunes. C'est un mutatis mutandis de la même nature, c'est-à-dire la grammaire sociale n'est pas réductible à la grammaire politique. Et ça, on est en train de l'apprendre. Et puis, il y a encore au-delà, c'est-à-dire, nous sommes dans un monde de communication généralisée. Alors, bien sûr, la Chine réussit à interdire Internet et tout un tas de choses, mais pas totalement. Moi, quand je vais en Chine, je suis surpris de voir avec quelle vitesse on peut passer la muraille de feu, comme on dit, c'est-à-dire tout un tas de bricolages qui permettent d'accéder à Internet. C'est-à-dire le peuple chinois est de plus en plus dans le monde. Et est-ce que la Chine pourra faire ce qu'elle fait dans la mondialisation en gardant ce parti communiste chinois, parti unique, totalitaire, cette répression absolument énorme? Il y a eu un exemple qui ne trompait pas, ça a été les Jeux olympiques de Pékin. Rappelez-vous comment la Chine pensait utiliser les Jeux olympiques comme moyen de sa propre propagande, et puis elle a dû apprendre à composer avec toute une série de communications qui disaient si vous voulez profiter du mondialisme avec les Jeux olympiques, il faut que vous acceptiez de changer des choses chez vous et d'avoir des portes plus ouvertes. Donc tout ça n'est pas non plus gagné. Alors, une question. La dette américaine est en grande partie détenue par la Chine. Quelle issue après l'endettement Covid? C'est quelque chose que je remarquais à propos de l'expédition en Irak, où finalement les États-Unis ont dépensé à peu près l'équivalent des avoirs chinois en bons du Trésor américain. Le problème, c'est que dans le court terme, je ne suis pas économiste, donc je me garderai bien de faire une analyse approfondie sur le sujet, mais dans le court terme, personne n'a intérêt à faire bouger les choses. D'ailleurs, la Chine n'a pas intérêt à utiliser la dette américaine pour faire pression sur les États-Unis. La Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin d'une économie américaine qui ne s'effondre pas. Je ne suis même pas sûr que la Chine soit pressée à faire du yuan une monnaie d'échange internationale. Alors, est-ce qu'on peut dire que la nouvelle guerre froide, entre guillemets, va se situer autour des ressources technologiques? Alors, j'étendrai un petit peu. C'est peut-être la partie que vous n'avez pas entendue de ma réponse, parce que c'était la fin de ma réponse à votre première question. Il y a un voyant à surveiller qui est le fameux R&D, c'est-à-dire Research and Development. Il y a quelque chose de très important, à savoir que les États-Unis ne consacrent que 2,7% de leur PIB à la recherche et au développement, là où certains pays, comme notamment la Corée du Sud, par exemple, elle en est à 4,8%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la différence, c'est énorme à l'échelle des PIB. Donc, les États-Unis et la Chine sont à peu près au même niveau, sauf que l'ambition chinoise est très élevée, c'est-à-dire de parvenir à augmenter sa politique de recherche et de développement, de pouvoir rattraper le plus rapidement possible et par des moyens plus ou moins corrects ces retards technologiques. Et de deux choses l'une, où le break se fait, c'est-à-dire
la Chine s'envole sur le plan recherche et développement et laisse derrière les États-Unis. Et à ce moment-là, effectivement, les difficultés que je décrivais à propos des États-Unis vont se trouver considérablement renforcées. Ou les États-Unis se lancent à nouveau dans une politique de recherche et développement, et à ce moment-là, peut-être que les choses seront rééquilibrées. Mais à mon avis, l'une des difficultés rencontrées par les États-Unis face à la crise du Covid, ça a été une mauvaise gestion de sa ligne recherche et développement, comme d'ailleurs la plupart des pays européens. Hein, on n'a pas de leçons à donner aux États-Unis. Bon, peut-être l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche sont un petit peu au-dessus, les pays scandinaves. La France, c'est pas terrible, et d'autres, c'est franchement bas. Ne parlons pas de la Russie. Et en plus, les États-Unis de Trump se sont lancés dans des recherches de prestige, du style relancer la conquête spatiale et tout un tas de choses, alors que la recherche fondamentale est en situation, disons pour l'instant, pas catastrophique, hein, loin de là, il ne faut pas exagérer non plus, mais face à la Chine, on peut avoir quelques inquiétudes. Alors, une question. Pensez-vous que la construction d'une nouvelle route de la soie s'oppose au principe de la Chine de ne pas imposer son système aux autres régimes, même si c'est seulement sur un plan économique? Vous en avez un peu répondu en parlant de leur système win-win, en fait. Oui, le pari chinois, c'est de construire le projet au bord, One Belt, One Road, le projet route de la soie, en termes économiques et d'échange de bienfaits. Vous y gagnez, j'y gagne. Win-win. Bon. Toute la difficulté, c'est là qu'il y a débat, c'est est-ce qu'on peut à ce point séparer une ambition économique vertueuse des autres secteurs de l'activité sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire du win-win économique sans toucher aux politiques, sans toucher aux militaires, sans toucher au culturel, etc. etc. Réponse, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est l'histoire qui nous le dira. On n'est pas là pour prévoir ce qui va se passer, on est là pour alerter sur les problèmes. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que manifestement, il y a eu un arbitrage avec l'élection de Xi Jinping. Et c'était un arbitrage conservateur, autoritaire, contre d'autres qui, au sein du Parti communiste chinois, considéraient qu'il fallait plutôt approfondir la politique d'ouverture et mettre en place une sorte de capitalisme mondialisé dont la Chine tirerait les bienfaits, mais qui, dans l'esprit des partisans de Xi Jinping, risquait d'affaiblir à terme le Parti communiste chinois. Et c'est ça le dilemme. C'est-à-dire, si on fait du pur win-win, c'est la puissance politique chinoise et du Parti communiste chinois qui risque à terme d'en faire les frais. Donc, il faut corriger un peu le tir en mêlant à ce mercantilisme débridé une tutelle politique. Mais cette tutelle politique, elle se fait sentir à l'intérieur, mais elle se fait de plus en plus sentir à l'extérieur. Alors moi, je ne crois pas du tout au réveil des Européens ou des Occidentaux en se disant « Oh là là, on est en train d'être dépassé économiquement par la Chine, donc il faut réagir », parce qu'ils n'ont pas les moyens de réagir sur le plan économique. En tous les cas, à court ou moyen terme. Mais je crois beaucoup plus à la capacité des pays du Sud de dire bah non, nous, on ne supporte plus. Ce n'est pas parce qu'on s'est libéré de 300 ans de colonialisme occidental qu'on va retomber sous le joug chinois. C'est peut-être là que ça se joue. D'ailleurs, il y a une question que je vous lis là qui fait écho à vos propos. Serait-il plus grave que l'Europe soit sous domination de la Chine plutôt que de l'Amérique comme toutes ces années passées? Alors, d'abord, ce n'est pas le même type de domination. C'est-à-dire, on n'aura pas de blue jean et surtout de Coca-Cola chinois à boire. On n'aura pas le jazz chinois. On n'aura même pas une OTAN chinoise. Hein. Tout ça, ça n'existe plus, c'est fini. Donc, ça ne sera pas le même type de domination. Ce sera une domination plus cynique, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Votre survie économique, elle dépend de nous, donc montrez-vous compréhensif. C'est ça qui, effectivement, peut se produire. Alors, ceci dit,
il ne faut pas non plus trop simplifier les choses. Il y a une bonne manière de réagir. C'est-à-dire, il faut, pour éviter cette dérive, que l'Europe, à son tour, s'intéresse à la mondialisation. Or, comment l'Europe réagit à la mondialisation? Pas loin de la manière dont les États-Unis réagissent à la mondialisation, c'est-à-dire par frilosité, par néo-nationalisme, par souverainisme, par identitarisme. On redécouvre les cultures chrétiennes de l'Europe, l'exception de l'Europe, que l'Europe qui est meilleure que le reste, etc., etc. Et finalement, au lieu de s'ouvrir à la mondialisation en disant bah, essayons d'en tirer nous aussi le maximum de profit, essayons de tirer notre épingle du jeu en ayant une stratégie plus offensive en direction de la mondialisation, on est en train de se ghettoiser. Et c'est très mauvais parce que la ghettoisation, c'est le contraire du contexte dans lequel nous nous trouvons, et puis ça donne naissance à cette espèce de crispation xénophobe, identitaire, nationaliste, chauvine, culturaliste, la peur de l'autre, l'haltérophobie, la haine du migrant et tout un tas de choses, alors qu'au contraire, si on avait, face à la mondialisation, la même ouverture intéressée que la Chine, et si on mettait le paquet sur un certain nombre de secteurs importants, c'est-à-dire la recherche et le développement, qui me paraît quand même plus urgent, plus pressant que d'envoyer des corps expéditionnaires un peu partout dans le monde, eh bien, on aurait des chances de gagner. Une question, que pouvons-nous faire contre leurs menaces? Donc j'imagine, la personne parle de la Chine, leurs menaces sur la liberté d'expression internationale, quand ils peuvent changer les ministres, interdire les émissions de télévision et les célébrités populaires quand ils parlent contre la Chine. Est-ce que je sais pas, il s'agit de qui? On a changé des ministres? Alors, c'est une question là qui arrive, qui est peut-être pas très, très clairement posée, mais bon, non, mais c'est intéressant, j'aimerais bien savoir qui sont les ministres qui ont été déplacés par les Chinois. Est-ce que peut-être demain, M. Darmanin va être déplacé par les Chinois, ou alors c'est les Chinois qui l'ont mis en place? J'en sais rien. Non, il ne faut pas poser les problèmes en ces termes. Vous posez une vraie question, mais les éléments de réponse ne me paraissent pas être les bons. La vraie question, c'est le problème effectivement des droits de l'homme. Dans un monde mondialisé, effectivement, nous avons le droit et le devoir de nous inquiéter, par exemple, pour le sort des Ouïghours en Chine, des Ouïghours dont on parle tant, comme le sort des Rohingyas en Birmanie, comme le sort des Palestiniens en Palestine, comme le sort des Kurdes, etc., etc. C'est une vraie question. Et la question, c'est une question qui n'est pas facile, parce que on a cru qu'il y avait une réponse diplomatique ou diplomatico-stratégique, c'est-à-dire une diplomatie des droits de l'homme. Soyons fermes sur les droits de l'homme. Bon, vous croyez que si on parle sur un ton viril à M. Xi Jinping, il va tout d'un coup changer sa politique et abandonner sa politique de répression vis-à-vis des Ouïghours? Non, bien entendu que non. Et puis, est-ce qu'on le fait, ça, de manière sérieuse? On dénonce le régime chinois et on a bien raison de le faire face à des exactions qui sont absolument inadmissibles. Mais est-ce qu'on parle de ce qui se passe en Égypte, par exemple, où la répression menée par le maréchal Sissi est absolument faramineuse, mais simplement le maréchal Sissi nous achète des armes, donc on ne dit rien. C'est pas la bonne voie. Moi, mon espoir, c'est la voie sociale. C'est ce que j'ai appelé l'intersocialité, c'est-à-dire la pression sociale. La Chine entre dans la mondialisation, elle va être de plus en plus exposée à des pressions venant de toutes parts des sociétés du monde, et ça peut effectivement faire bouger les choses. Mais c'est un travail de longue haleine. Soutenons les ONG qui se battent pour les droits de l'homme, soutenons les efforts qui sont faits pour dénoncer des pratiques, mais qui ne se dénonceront pas ni au Conseil de sécurité, ni dans les chancelleries diplomatiques, qui se dénonceront dans l'espace public mondial.
c'est ça, mais c'est pas une chose facile. Si votre voisin de palier maltraite sa famille, par exemple, c'est pas du tout évident, sauf à enfoncer sa porte et à faire le coup de poing avec lui, c'est pas sûr que vous aurez le dessus et c'est pas sûr que vous allez le changer. Donc, il faut quand même bien admettre les choses. Une question sur le rapprochement, envisageable ou pas, entre la Chine et la Russie. Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante que j'aurais bien volontiers traitée si l'angle États-Unis-Chine n'était pas déjà suffisamment riche. Je vous ai dit tout à l'heure comment la Chine s'est séparée consciemment de l'URSS et maintenant on voit la Chine revenir vers la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie de Poutine n'est pas en position de dominer la Chine comme l'était l'URSS de Staline et même de Brejnev. Et donc, la Chine est rassurée et dans une situation pour le mieux de parité, pour le pire, pardon, de parité entre Moscou et Pékin. Donc, il y a là un axe gagnant-gagnant. D'où d'ailleurs des politiques d'intégration, les BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Chine et la Russie en font également partie, d'où aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, où la Russie et la Chine sont partenaires dans la même organisation. Donc, il y a de plus en plus d'échanges de bons procédés qui, à mon avis, tient à une erreur des puissances occidentales, c'est de vouloir à tout prix ressusciter cette notion d'Occident. Ben, quand vous dites qu'il y a une responsabilité particulière à l'Occident pour gérer les affaires du monde, ça veut dire que vous excluez tous les autres comme étant le reste. Donc, vous poussez la Chine, la Russie, le monde musulman, les pays du Sud, tout ça à s'unir et l'Occident à rester tout seul dans son coin, ce qui est effectivement une très mauvaise chose. Moi, j'ai envie de vous demander, vous avez tout à l'heure parlé des différents courants, des différents présidents américains. Joe Biden, vous l'avez dit, sa priorité, c'est de lutter contre la crise sanitaire. Une fois qu'on en sera sorti, dans quel courant il s'inscrirait? Une fois qu'on sera sorti de quoi? De la crise sanitaire. Bon, et d'abord, espérons qu'on va en sortir. Et de toute façon, lorsqu'on sera sorti de la crise sanitaire, on sera confronté à cette révolution tranquille qu'on ne met pas suffisamment en évidence, c'est que la sécurité globale devient plus importante que la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'on entre dans un monde où les vrais dangers sont des dangers collectifs. C'est-à-dire le risque sanitaire, le risque alimentaire, il ne faut pas oublier que la faim tue 9 millions d'individus chaque année dans le monde, hein, infiniment plus que le terrorisme, et surtout le risque climatique et environnemental. Si vous mettez tout ça bout à bout, il va falloir apprendre à changer de posture face aux enjeux internationaux et considérer que les enjeux globaux l'emportent sur les enjeux individuels. La question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce que les États-Unis sont en mesure de prendre ce virage ? Est-ce que les États-Unis sont en mesure de convertir une politique de sécurité qui est nationale en une politique de sécurité globale? S'ils le font, ça leur coûtera très cher, hein, sur le plan, ne serait-ce que numéraire, enfin sur le plan économique, et ça sera un véritable tournant dans leur diplomatie. C'est probablement aux États-Unis qu'une politique de sécurité globale coûtera le plus cher. Alors, il faut voir. Moi, je ne sais pas. Concernant Biden, il faut admettre, et fort heureusement, que le style a changé. Je ne suis pas du tout sûr que le fond va changer, qu'il va y avoir une rupture absolue entre les principes trumpiens et les principes bideniens, ne serait-ce que parce que Biden ne peut pas s'émanciper de cette attente très protectionniste et nationaliste propre au peuple américain, à la société américaine, et qu'il n'est pas prompt à s'adonner à une politique globaliste. Donc, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. On va être dans une posture de stagnation. Bien, nous arrivons au terme de cette rencontre, puisqu'il est 19h30.
Merci infiniment, Bertrand Badi, pour votre analyse. On espère vous retrouver en présentiel bientôt pour parler d'autres points. Vous avez évoqué deux conflits mondiaux très importants, à la fois sur la scène de l'Afrique et puis au Moyen-Orient. Donc, on espère vous faire revenir pour nous parler de ça. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mercredi 24 mars pour une nouvelle rencontre de l'Université populaire avec l'anthropologue Agnès Giard et le metteur en scène Olivier Lopez. Nous y parlerons de la place des robots dans nos vies, surtout lorsqu'ils prennent notre apparence humaine. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci encore à vous, Bertrand Badi, et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir. C'était un grand plaisir pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai eu grand plaisir aussi à cet échange. Merci à vous et bonne chance à tout le monde. Et je dirais bonne chance globalement parce que nous avons tous, et ça c'est quand même le fait nouveau des relations internationales, nous avons tous le même besoin commun, le même désir commun de vaincre ces périls globaux. Et donc, tous les humains sont alliés. Et tout ce que l'autre gagne, je le gagne. Tout ce que l'autre perd, je le perds. Donc, pensons-y pour le monde de demain. Au revoir, merci beaucoup. Merci.